Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler quelques éléments généraux sur ce que je vais appeler le mélange de manière un peu vague. Hein. Je ne rentre pas dans les détails techniques, du code switching, code mixing, etc. On va en parler plus tard. Donc, ce que nous rapporte la littérature sur le développement langagier des enfants bilingues, hein, je reste dans le cas simple avec d'enfants qui parlent deux langues différentes. Hein. C'est qu'avant 4-5 ans, on observe chez tous les enfants bilingues une utilisation mixte, disons, des deux langues quand ils sont exposés, quand ils grandissent dans un environnement bilingue. Alors là, c'est des exemples très concrets. C'est ma fille, en fait, à 3 ans, qui effectivement a grandi dans un environnement bilingue, puisque moi, je parle français principalement à mes enfants, et mon épouse parle tahitien systématiquement. Et donc, nous étions à Nouméa. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne pouvait pas être exposée à une forme mixte. C'est-à-dire que quand elle sortait dans l'environnement ambiant, elle entendait que du français. Elle n'entendait pas du français local qu'on entend ici. Et pourtant, voilà le genre d'énoncé qu'elle produisait à 3 ans. Alors, heureusement que j'avais lu la littérature sur le bilinguisme, parce que sinon, j'aurais été affolé. J'aurais dit, hop, on arrête tout et on va lui parler qu'en français parce que c'est la langue de la réussite, etc. Mais heureusement, j'avais lu la littérature sur le bilinguisme et je savais que c'était une phase transitoire. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils sont entourés d'adultes bienveillants qui régulent leur production langagière, les enfants, au bout d'un certain temps, cessent de mélanger quand la situation l'exige. C'est là qu'il faut rentrer un petit peu dans les détails. C'est que, alors là, j'ai représenté de manière complètement, disons, schématique ce qui serait en quelque sorte le cerveau de l'enfant. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les enfants qui sont exposés à deux langues construisent en fait les deux langues comme des modules qui ne sont pas complètement indépendants l'un de l'autre, mais qui sont séparés. Et donc, ils ont très tôt la conscience qu'ils ont deux langues, par exemple ici le tahitien et le français. Et ce qu'on sait aujourd'hui aussi, c'est que quand les bilingues parlent, en fait, leurs deux langues leur font des propositions. Et si les deux langues font j'ai envie de raconter une histoire, et puis j'ai mes deux langues là, qui sont actives et qui me disent, si tu veux raconter cette histoire, il faut utiliser ce mot-là en tahitien. Ah non, il faut utiliser ce mot-là en français. Vous imaginez bien que s'il n'y a pas de régulation, ça sort mélangé. C'est ce que vous avez avec les exemples que j'ai produits tout à l'heure pour ma fille. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir s'entraîner à réguler. Donc, en fait, chez les bilingues, il existe aussi chez les enfants monolingues ce système de régulation. Quand nous régulons les différents registres de langue, c'est de la régulation. Mais disons, ce module de régulation, il va être en quelque sorte surentraîné chez les bilingues, puisqu'ils vont devoir, alors qu'ils ont deux propositions qui leur viennent de leur système linguistique intérieur, ils vont devoir choisir la langue qui convient selon l'interlocuteur. Donc, si c'est quelqu'un qui parle uniquement le tahitien, eh bien, la langue française va être inhibée, et donc c'est la langue tahitienne qui va être renforcée, qui va sortir, et réciproquement, si en face de moi, j'ai quelqu'un qui parle uniquement français, eh bien, c'est la langue tahitienne qui est inhibée, et on laisse sortir le français. Et donc, ce système de régulation, il faut l'entraîner, et cet entraînement, il se réalise grâce à ces interactions et à cette régulation extérieure des adultes qui disent non, attends, là, grand-mère, elle ne comprend pas quand tu dis ça comme ça, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce système de régulation, en fait, il n'a pas un seul fixe. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez entre bilingues, il n'y a plus besoin de réguler, puisqu'en face de soi, on a des gens qui comprennent les deux langues, donc on ne régule plus. Donc le système de régulation de là, le module de régulation, il a des seuils variables selon la situation de communication. Ce qui revient à dire qu'en fait, alors tout ça, je vous renvoie à cette littérature scientifique, si ceux qui ne connaissent pas ces modèles d'explication. Tout ça revient à dire que les enfants, enfin les bilingues en général d'ailleurs, n'ont pas un mode de communication, même pas deux modes de communication, ils en ont trois. Ils peuvent basculer en mode monolingue de la langue 1, donc ici ça serait par exemple en tahitien, ou bien en mode monolingue de la langue 2, donc exclusivement en français, ou bien quand ils sont entre bilingues, en mode bilingue de langue 1, langue 2. Ça, c'est le scénario idéal. Alors, la première question qu'on peut se poser ici, dans le contexte polynésien, mais dans tous les autres contextes bilingues, c'est finalement, à quelle langue les enfants sont-ils exposés quotidiennement ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils entendent la langue 1 et la langue 2 parlée par les adultes autour d'eux, ou est-ce qu'ils entendent déjà une forme mixte de la langue 1 et de la langue 2 ? Parce que s'ils entendent la langue 1 et la langue 2, on a le scénario idéal que je viens de décrire. Si en revanche, ils entendent une forme mixte qui est déjà, en fait, qui s'est déjà cristallisée une ou deux générations avant eux, ils ne sont pas bilingues et ils ne sont pas en train de faire du mélange entre les deux systèmes et puis ils vont apprendre à réguler, etc. Ils sont en fait monolingues de la langue. Donc, c'est un peu l'idée que je vais développer ici. Maintenant, en m'appuyant donc sur des enquêtes réalisées auprès d'enfants sur l'île de Tahiti entre novembre 2013 et
mars 2014, alors c'est pas tout récent. Donc, nous avons rencontré 24 élèves de CM2 âgés de 10 ans, donc scolarisés sur l'île de Tahiti, en milieu urbain et en milieu rural. Donc, c'était une étude qui était financée par l'Observatoire des pratiques linguistiques de la TGLF-LF. Donc, à l'issue de cette recherche, nous avons produit un rapport d'abord, puis un article commun avec Marie Salin et Mirose Paella ici présente. Donc, article que vous pouvez télécharger en ligne sur ce lien. Donc, dans ces travaux, nous avons surtout mis en... D'ailleurs, c'est un peu ce que dit le titre qui est ici, c'est-à-dire qu'on a surtout travaillé sur la question de la représentation des élèves autour du tahitien. Et vous voyez d'ailleurs avec un titre qui n'est pas très encourageant, le tahitien c'est pour dire bonjour et au revoir. D'accord, sous-entendu, ça ne sert plus à grand-chose, à part juste la fonction de 1, je vais le terme chez Jacobson, rafraîchissez-moi la mémoire, c'est la fonction fatigue. La fonction fatigue, ok. Bien, voilà. Mais alors là, j'ai replongé dans le corpus et en fait, il y a plein de choses à tirer du côté justement du français. Alors, sur les 24 élèves interrogés, tous sauf une grandissent dans un environnement familial où on entend parler français, tahitien et d'autres langues polynésiennes, donc un environnement bilingue. Tous les enfants déclarent parler principalement français au quotidien. Alors, quelle variété, c'est ce qu'on va voir, y compris avec leurs amis dans la cour de l'école et avec leurs frères et sœurs dans la famille. Lorsque les enfants parlent en tahitien, c'est généralement parce qu'ils sont sollicités par des adultes pour le faire, donc l'enseignant ou parfois un adulte dans la famille qui a décidé qu'il allait transmettre la langue tahitienne et qui pousse un peu l'enfant à parler tahitien. Et les familles linguistiques qui déploient, alors je parle de l'échantillon ou interro, déploient une politique explicite sont rares. Dans de nombreux cas, malgré les efforts plus ou moins réguliers des parents pour parler tahitien, les enfants leur répondent en français. Alors, on a aussi des données complémentaires, donc tirées d'une étude réalisée par Isabelle, elle s'est présente et ses collègues Philippe Guimard et Agnès Florin en 2008. 600 familles ont été interrogées par voie de questionnaire auto-administré et sur Tahiti et à Moorea. Et donc, sur ces 600 familles, les 3/4 des parents, en fait, déclaraient être bilingues tahitien-français. Pourtant, ces parents bilingues s'adressaient le plus souvent en français à leurs enfants ou dans un mélange du tahitien et du français, 28%. Donc, vous voyez, peu de transmission intergénérationnelle du tahitien. Et selon les parents, quand on interroge les parents sur la langue que pratiquent leurs enfants, donc 83% des enfants répondent en français à son entourage. Les enfants qui utilisent soit alternativement le tahitien et le français, moins de 14%, ou le tahitien uniquement, moins de 5%, sont rares. Donc, on a, pour faire dresser le tableau général, on a plutôt des enfants qui sont exposés à du français dans une variété locale avec des éléments du tahitien. On va le voir tout de suite à travers les diapos suivantes. Donc là, ce sont des paroles d'enfants, des enfants de CM2 qui ont environ 12 ans. Et donc, on a interrogé, on leur a demandé, mais alors, on leur donne des phrases. Je vais t'appeler à toi, tu as déjà entendu ça? Et ils réagissent. Et là, ils disent, alors c'était pas, j'aurais des mots diapositives après, mais là, on leur demande, mais quand est-ce que vous utilisez, quelle langue vous utilisez là, quand vous faites du surf? Le français, enfin, français et tahitien, mélange. Alors là, ce qui est intéressant, c'est le mot qui sort. Ce n'est pas moi qui ai redonné le mot, c'est comme ça qu'il c'est une sorte de glossonyme de la variété locale, utilisé localement, donc on appelle ça le mélange. Donc, ils disent le charabia. Donc, on va regarder Donc, l'idée, c'est que voilà, ce mélange, il est utilisé dans les situations informelles. C'est le principe de base. C'est quand ils sont entre eux, les enfants, c'est comme ça qu'ils parlent volontiers. Alors, voilà l'exemple que je donnais tout à l'heure. Je vais te parler à toi. Donc, plus ces questions, d'accord? Puis après, vous avez les élèves qui répondent. Ils sont toujours interrogés en binôme. Et évidemment, ce sont des noms qui ont été modifiés. Je vais te parler à toi. Vous entendez ça dans la cour? Oui. Oui, on dirait que c'est du charabia. C'est du charabia. Hein, c'est le caramara qui en chéri. Parce qu'il mélange le français et le tahitien. Parce que ce qui mélange le français et le tahitien, ça ne veut rien dire. Voilà, c'est du charabia. Alors, mon hypothèse à moi, c'est que les enfants, ils n'ont pas inventé ça tout seuls. C'est-à-dire qu'ils reproduisent le discours des adultes, le discours ambiant. Alors, ça ne veut rien dire. Mais les enfants, ils disent ça? Oui. Qu'est-ce que vous dites quand ils disent ça devant vous? Des fois, on leur dit, tu sais, ça ne veut rien dire. Mais oui, ils vont te répondre encore. Je vais te taper, Raya. Oui, les gens rient, ça veut dire que ça veut dire quelque chose. Alors,
Donc voilà, les enfants ont parfaitement conscience que cette forme qu'ils produisent quotidiennement, qu'ils entendent autour d'eux, est une forme dépréciée. Alors, c'est intéressant, donc c'est toujours pareil, hein, vous avez un binôme, là, Morgane et Marianne. Alors, elle commence à raconter quelque chose. Comme on s'est fâché mardi là. Attends, moi c'est une fondation. Attends, ça veut dire quoi mardi là? Et sa camarade, t'as mélangé. En plus, t'as dit t'aimes pas mélanger. Et là, je repose la question, qu'est-ce que ça veut dire mardi là? Et donc, Marianne donne la réponse, hein, mardi dernier. Donc, ils savent parfaitement quelles sont les correspondances entre le français standard et le français local. Alors, excuse-moi, non, je vais souligner ça. Alors voilà, pareil, dans les représentations dépréciatives, hein, on demande, mais alors les gens qui mélangent, qu'est-ce que vous dites de ça? Ben, en fait, c'est qu'ils ne savent pas qu'on ne mélange jamais le français et le tahitien. Et c'est parce qu'ils sont un peu bêtes dans leur tête. Alors, néanmoins, ils sont lucides, c'est-à-dire que quand ils observent autour d'eux, alors, il y a des gens qui leur disent, comme tu dis, c'est un peu mélangé, personne ne leur dit. Personne ne leur dit, parce que tout le monde parle comme ça. Et les enfants qui parlent comme ça, ils savent qu'ils mélangent ou c'est comme ça qu'ils parlent tout le temps? C'est comme ça qu'ils parlent tout le temps. Et la maîtresse, quand elle entend ça, elle dit quelque chose, non? Alors voilà, l'idée, c'est que les enfants, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, j'ai été un petit peu vite, mais c'est qu'ils n'ont pas de langue standard qui n'auraient pas la capacité de réguler. Hein, non. En fait, ils sont trilingues, en fait, avec des proportions différentes hein, selon les langues. Hein, donc, ils ont. Alors, j'ai inventé, ça, je ne sais pas si ça s'emploie, mais j'ai bricolé ce mot-là. J'ai pensé à inviter la mareuil, en fait. Je me disais, tiens, pourquoi pas franco-mareuil? En fait, je trouve que cette variété locale, elle n'a pas de nom. Les gens disent français local, charabia, français anneuil, voilà. Donc, il n'y a pas de glossonyme encore. Bon, voilà, j'ai bricolé ça. Déposé. On peut dire français local, mais français local nous. Vous voyez, donc là, au moins, c'est marqué, voilà, c'est le franco-mareuil. Je vais l'appeler comme ça pour la suite de la publication. Donc, ils sont trilingues. Ils parlent, alors dans des proportions variables, le tahitien. En tout cas, ils le comprennent souvent. Hein, donc, vous savez qu'on peut distinguer la compétence en compréhension et en production. Ils ont au moins une compétence en compréhension. Évidemment, ils utilisent le français standard à l'école et ils le comprennent quand ils regardent des dessins animés à la télé, etc., ou sur Internet. Okay. Et puis, ils ont cette langue-là qu'ils utilisent hein, quotidiennement avec leurs camarades, etc. Et donc, quand ils produisent des formes mixtes, ce n'est pas un problème de régulation de ça. Vous comprenez, ils sont simplement en train de produire des formes qui sont là déjà depuis 1 ou 2 générations, voire davantage. Bien. Donc voilà, la majorité des élèves utilisent une variété locale du français, ce que j'ai appelé le franco-mareuil. Les élèves identifient facilement les formes mélangées lorsqu'il s'agit de mots tahitiens. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez mardi ra, et là, ah oui, mais ra, non, ça c'est du tahitien, donc on va mardi dernier, on remplace, pas de souci. On verra que c'est un peu plus compliqué dans d'autres situations. Les élèves hein, reproduisent et adhèrent au discours normatif ambiant sur la non-légitimité de la variété mélangée. Donc, c'est pas bien, on ne peut pas dire ça comme ça ne veut rien dire, etc. Ils répètent ça allègrement, et ils s'adhèrent, ils ne disent pas, mais eux, pourquoi non? Pourquoi les adultes disent ça? C'est nul, nous, on a raison, c'est bien. OK? Mais, alors, ils n'ont jamais, mais jamais, l'occasion de réfléchir sur cette variété. D'où elle provient? Quelles sont exactement les divergences de cette variété avec la variété standard du français? Dans quel contexte historique hein, de colonisation, puis de décolonisation, pour utiliser des mots importants, hein, mais qu'il faut utiliser, ces formes-là ont émergé, etc. Et il constate que, bien que ce soit une forme qui est non légitime, etc., eh bien, tout le monde parle comme ça. Ce qui revient à dire que tout le monde est un peu bête dans sa tête. Ben oui. Et ça, c'est vraiment problématique. Vous comprenez, c'est que forcément, du coup, ils sont dans des situations de dévalorisation pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille qui parle comme ça, etc. Bon, et donc, on est typiquement dans les situations diglossiques, hein, avec des langues qui ont des statuts différents dans la société. Bien, alors je vous renvoie d'ailleurs sur ces questions-là à l'article passionnant de William Labov, hein, de Logic of Non-Standard English, qui parle justement de l'anglais parlé dans la région, dans le Bronx, à New York. Et bon, je ne vais pas m'attarder sur cet article, mais je vous recommande de le lire. Et il montre qu'on peut très bien dire des choses très intelligentes dans une variété non standard et réciproquement dire des platitudes absolues dans une variété standard. Donc, c'est pas la qualité du raisonnement ne dépend pas de la variété de la langue que j'utilise. Bien, alors maintenant, venons-en aux français, aux formes produites par les élèves et regardons un petit peu s'il y a des phénomènes de récurrence.
Alors là, on va parcourir des récurrences. Attention, je n'ai pas un discours normatif. Je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je regarde simplement qu'est-ce qu'il produit. Et j'observe quels sont les phénomènes qui amènent à réfléchir sur les divergences entre français franco-marocain et français standard. Alors, quelque chose qui est très fréquent dans la production des enfants, mais à mon avis, ça n'a rien de spécifique à la Polynésie, c'est la question de la gestion des pronoms personnels en fonction complément du verbe, donc les COD, COI, COS, vous voyez, donc le but de monsieur, c'est de leur pousser au bout, on prenait de les pousser au bout, en français standard. Après, quand on va les parler, on va leur parler, etc., pour leur avertir, pour les avertir, bref, tout ça, vous connaissez très bien, parce que sans doute aussi vous avez souffert à votre époque avec ces choses-là. Ce sont des choses qui sont observables dans la production d'élèves. Je ne suis pas du tout certain que ce soit lié à l'influence du tahitien. Je pense que c'est la complexité même de la construction actentielle du verbe qui produit ce genre de défi. C'est plus que ça. Tu te venges. Alors, autre chose, c'est pareil, en fait, c'est pareil sur la question de la construction actentielle. Je vais tout de suite aller en haut. Alors, ça aussi, c'est très intéressant, c'est l'absence de complément de substitut anaphorique à la place, quand il n'y a pas de complément d'objet sous une forme nominale. On ne met pas de substitut anaphorique sous une forme pronominale dans la langue polynésienne, d'accord? Et puis là, ça ressort en français aussi. Donc, par exemple, celui-là, la chambre de tonton, c'est interdit d'aller, alors qu'on dirait en français standard d'y aller, parce que sinon je vais salir, je vais la salir, et en français il y a une sorte de standard, encore une fois il y a l'obligation, là ça se complique. Ok, et l'interprétation des subjonctifs, bon ça c'est tout à fait classique, l'utilisation des adverbes vocatifs comme préposition, non, on a fait dessus la feuille ou sur la feuille, etc. J'en viens tout de suite à ce qui m'intéresse. D'abord les particules modales du tahitien qui rentrent complètement dans le français local, donc je n'ai pas le temps de les analyser, mais tout ça, c'est de la modalité. C'est-à-dire, je sais que, mais tu ne sais pas que. En fait, c'est très, très riche du point de vue modal, hein, comme valeur modale. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça rentre en français local, parce que c'est beaucoup plus efficace que si on devait le dire en français standard. J'en viens à ce qui m'intéresse le plus maintenant pour ma démonstration. Parce que là, à la rigueur, c'est transparent. Et quand on dit aux enfants, mais là, tu n'as pas mélangé. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit, hey, ça, c'est du tahitien. Mais venons-en à ça. En fait, en classe, c'est nous deux, monsieur. Mais après, dès le mois de janvier, c'est nous deux, Tati Vaïté, qui va prendre les élèves. On voit qu'il n'y a pas d'accord, etc. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est cette forme-là qui m'intéresse. Nous deux, monsieur, nous deux, Tati, etc. Ça, ce n'est pas du tout français standard. Mais là, pour le coup, il y a un vrai calque. Parce qu'il se trouve qu'en tahitien, on a des pronoms duels déjà. Mawa, c'est nous deux, explicitement. Et puis, on peut avoir un phénomène de conjonction avec un pronom. Parce que quand on dit nous deux, sous-entendu, donc là, c'est nous deux, moi et quelqu'un. Et on peut préciser qui en tahitien, donc on peut dire Mawa o Teva. Et donc, c'est un cadre, en français local, ça devient nous deux Teva. Et c'est parfaitement cohérent avec la structure qui est là. Donc, grammaticalement, c'est même une forme qui est tout à fait jolie en référence au tahitien, etc. Sauf que ce n'est pas du français standard. Mais j'attire votre attention qu'ici, il n'y a aucun mot en tahitien. Donc, c'est la structure sous-jacente qui produit une forme en français local. Autre exemple tout à fait passionnant, c'est le seulement. Alors, regardez, en fait, on ne joue pas, on parle seulement. On dit ça en français? En français standard, on parle seulement. Marie? Un exemple qui m'embête parce que j'entends bien le seulement ici, mais le premier exemple qui peut passer en français standard. Ok, et là, elle reste seulement enfermée dans sa chambre. Le troisième, c'est le seulement. Ouais, il est bien seulement là. Alors, on y va, je vous explique ce qui se passe. En tahitien, vous avez un mot qui ressemble vaguement à seulement au niveau sémantique, une sorte d'exclusion, une sélection exclusive, sauf qu'en tahitien, c'est le noir. Okay, sauf que le noir en tahitien, sa portée, elle est sur le verbe. C'est-à-dire que quand je dis noa ona yateva, ça veut dire il a téléphoné à Teva, il a téléphoné et n'a rien fait d'autre. Donc le seulement, il porte sur le prédicat. D'accord? Vous tuez? Donc du coup, ça veut dire il n'a pas cessé de téléphoner à Teva. Okay. Si j'ai en français, si je prends une phrase en français, il a téléphoné seulement à Teva. En français standard, normalement, la portée, elle est sur le complément du verbe. Si je dis en français standard, il a téléphoné seulement à Teva, c'est-à-dire qu'il a téléphoné à Teva et personne d'autre. Mais comme en français local, seulement il a exactement le même fonctionnement que Noah, la portée, elle est sur téléphoner et ça devient il n'a pas cessé de téléphoner à Teva.
il a téléphoné et rien d'autre. D'accord? Et là, c'est complètement indétectable si on n'a pas un petit peu réfléchi sur le tahitien, le français, etc. D'accord? Et donc, j'arrive à ma conclusion. La plupart des élèves ne mélangent pas parce qu'ils sont bilingues français-tahitien, mais plutôt parce qu'ils utilisent une variété locale du français, disons le franco-marseillais, qui s'est cristallisé, ça on a déjà vu, je vais plus loin, okay. Le discours hyper-normatif à propos du français marseillais est paradoxal et peu efficient. Ça ne veut rien dire, mais tout le monde parle comme ça. Donc là, il y a un problème, parce que si tout le monde parle comme ça, c'est que ça veut dire quelque chose. Sinon, les gens sont fous. Malgré ce discours hyper-normatif, il ne faut pas mélanger, etc., de nombreuses formes divergentes du français standard, enfin, par rapport au français standard, restent indétectables pour la communauté linguistique locale. Pas simplement indétectables pour les élèves, mais pour les familles, mais pour les enseignants. Je suis sûr que le coût du seulement, là, 90% des enseignants ne voient pas ça, voire même produisent des seulements qui ressemblent à ça. Oui. D'accord? Car les signifiants sont en français et non pas en tahitien. D'accord? Et donc, même s'il y a une influence du substrat tahitien, elle remonte à une ou deux générations, on la voit plus. Et donc, mon idée, c'est que pour réguler ces productions et que les enfants puissent tendre. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait neutraliser le français local, il existera, il a sa vie et puis il va continuer. Mais pour que les enfants puissent basculer d'une variété à une autre selon les situations de communication, ça ne sert à rien de continuer un discours hyper normatif, c'est complètement non productif. Il faut absolument développer un discours réflexif et comparatif. Et dans un cadre bilingue, c'est parfait parce qu'on a les deux langues et on peut regarder, tiens, pourquoi ça donne ça, pourquoi ça donne ça. Donc, on est dans un contexte favorable. Alors, on a commencé à le faire avec Neurose. Donc, ça, c'est un petit site que vous pouvez consulter sur le Rectorat où justement, on s'amuse à comparer des formes en français local et en français standard et du coup au tahitien. Voilà. Et puis, je veux terminer sur une note positive quand même parce que justement, ça serait ça l'idéal. Oui, c'est ça. Mais bien, regarde. Ça, c'est pareil, un élève de CMD qu'on interroge et qui nous dit « Moi, je parle tout le temps en tahitien, parfois en anglais, parfois en français. J'aime bien marier les langues. » C'est beau. Il ne mange pas, il marie les langues. Et un peu plus loin, il dit « Moi, je veux dire, il nous donne des exemples. Moi, je dis Havaleyeur. » C'est génial. Il y a une conscience morphologique qui commence à faire un découpage d'une langue à l'autre et créer des nouveaux mots. C'est ce que j'ai mis en haut. Hein, c'est que là, on a des enfants qui développent une intuition épilinguistique, tu as utilisé le mot hier, et qui peut aller ensuite vers le métalinguistique et de la créativité. Donc, il nous reste, moi j'ai tenu mes délais, il nous reste, 7 minutes pour échanger. Moi, ça me parle beaucoup parce que du coup, je l'ai expérimenté au lycée avec des adolescents quand j'avais fait mon mémoire et on avait parlé beaucoup de. Moi, du coup, je l'appelle interlect. Je n'ai pas encore bien conceptualisé, mais j'essaie dans ma thèse là actuellement. J'essaie de le conceptualiser un petit peu. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont aussi ce discours très, très normatif. Et par contre, ils revendiquent cette variété qui est vraiment une variété locale d'ici. On est polynésien parce qu'on parle, on parle parler local. C'est ce qui va distinguer les locaux, les locaux des locaux. Et du coup, ils ont toujours. C'est marrant parce qu'ils basculent constamment entre cette dévalorisation et en même temps. C'est un espace de créativité, de revendication identitaire fort, de marqueurs identitaires très très forts. Et ils sont dans l'entre-deux, en fait. Ils sont un peu perdus, en tout cas les adolescents, c'est comme ça que vous l'aviez perçu. Ils sont un peu perdus parce qu'entre toutes ces variétés, entre le discours de l'école, notamment, qui est très normatif, et les familles, et du coup, ils ont du mal à trouver leur place, et trouver la place de l'Internet, en tout cas du parler local, du mélange. Et c'est ce que j'essaie de leur faire conscientiser lors des entretiens, de discuter un petit peu. Pour commencer en tout cas cette activité réflexive et commencer à la fin à dire oui, mais en fait, on va être fiers de cette variété, c'est la variété de chez nous, comme la variété du français au Québec. Et c'était vraiment ce point-là que, pareil aujourd'hui, dans le cadre de ma thèse, que j'aimerais un peu plus pousser tout ça. On a la continuité. Juste une question en retour. Quel mot j'utilise pour désigner cette variété? Je disais quoi? Mélange. Mélange. Parler local, parler kaina. Parler kaina. Parler kaina. On parle comme ça, ça sera bien. Et donc, moi, je me mettais à parler comme ça. Et
Du coup, c'était vraiment un jeu au sein d'assignation aussi. On est Polynésia, oui, mais au lycée, c'était Grimper, donc c'était les archipels. Et donc, en plus, j'ai observé que ce photographe était vraiment différent de chaque archipel à son propre mélange. Et quand ils arrivent à Tahiti, ils mélangent à peu près toutes leurs langues marquisiennes. Du coup, ça donne vraiment un mélange riche, extrêmement riche. Pareil, ils disaient que ça veut bien dire, mais là, ils communiquent tous comme ça, donc je leur disais, ils comprenaient entre eux, et finalement, ils disaient, ah oui, c'est vrai. D'autres questions? D'autres questions? J'en avais une, Jacques. Oui, Fabrice. Oui, non, je voulais juste savoir si par rapport aux travaux de Sophie Barnech ici dans les quartiers nord de Nouméa, s'il y avait une forme de revendication de cette forme mélangée de langue, et est-ce que c'est justement un élément de revendication identitaire et presque d'opposition par rapport à la langue normée de l'école? C'était un peu le propos de l'intervention précédente, hein, c'est-à-dire que les jeunes, disons, disent c'est comme ça que nous on parle, même s'ils ont intériorisé l'idée que c'était pas une forme standard et qu'elle était dévalorisée. Et puis c'est vrai qu'elle commence à être visible aussi dans les médias, dans la publicité, etc. Donc ça la légitimise, oui. Donc on est encore une fois dans une sorte de situation schizophrénique. Mais c'est peut-être pas aussi fort que pour le français Kayafou. C'est pas en termes de conscientisation, je veux dire. Tu vois, c'est en termes de diffusion, on en est au même stade, mais c'est en termes de conscientisation et je dirais presque de réification de cet objet-là, c'est pas aussi fort qu'en Calédonie, il me semble. Mais ça mériterait d'être enquêté. D'autres questions? Tout le monde a faim. Bien, merci, Jacques.